Merci pour cette présentation et puis merci beaucoup à Jean-Paul Ségade de m'avoir invité au Graphe et de m'avoir donné l'occasion en même temps amicale de le revoir avec Michel. C'est toujours un bonheur de passer quelques moments avec eux. Alors je suis très intimidé, je vous le dis tout de suite, parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste du sujet qui m'a été proposé, qui nécessitera un sociologue, et j'ai découvert hier au repas des sociologues et philosophes éminents. Je me suis dit que c'était un peu intimidant de parler devant eux d'un sujet que j'aborde donc avec certaines précautions. Je vais commencer par vous raconter 3 histoires et un petit flash. Alors, la première histoire, je l'emprunte à une psychologue qui l'a publiée dans une revue de psychologie, parce que moi, j'ai plus beaucoup, personnellement, d'expérience clinique. Comme on vous l'a dit, je suis honoraire, donc retraité. Voilà, c'est une maman qui vient consulter avec sa petite fille qui s'appelle Nina. Et cette maman, comme on le voit de plus en plus, vient pour voir si sa petite fille va bien, si elle est normale. Alors je rassure les directeurs d'hôpitaux, les consultations de pédopsychiatrie ne sont pas composées uniquement d'enfants qui vont bien, mais enfin on voit de plus en plus souvent, et déjà avant que je parte à la retraite, cette clientèle. Donc elle vient pour savoir si sa petite fille va bien, et elle raconte un peu la situation. Alors c'est une petite fille adoptée qui a 7 ans, et la maman explique qu'elle vit en couple avec une amie, que l'amie a elle-même une petite fille, naturelle en quelque sorte, et aussi une petite fille adoptée, et que ces 3 enfants sont élevés comme 3 sœurs. Dans la constellation, il n'y a pas de grands-parents, parce que les deux dames sont complètement brouillées avec leur famille qui n'a pas accepté leur homosexualité. Par contre, la maman de Nina a des amis plus âgés qu'elle, à qui elle est très très attachée. Elle les décrit comme la mamie et le papy de cœur de Nina. Et puis, comme ces dames ont pensé qu'il fallait un peu d'hommes dans la famille, elles se sont beaucoup liées avec un couple gay, un couple d'homosexuels hommes, qui sont les parrains des petites filles et qui jouent un certain rôle un peu paternel ou au moins viril auprès d'elle. Alors, la petite fille, après ces informations, la psychologue voit la petite fille, et la petite fille elle lui demande de dessiner, comme c'est classique dans le travail, et la petite fille fait un dessin d'un animal absolument fabuleux, mais très vivant. Alors cet animal est très curieux, il a un museau, une tête de cheval, des oreilles de chien, une espèce de trompe d'éléphant, des ailes, des nageoires, enfin c'est une espèce d'animal extraordinairement composite, mais très vivant et très beau. Alors la psychologue interroge un peu la petite fille sur cet animal fabuleux et elle donne une raison très logique à chacun des organes très particuliers qui constituent cette espèce de puzzle. Et puis ça c'est la fin du premier entretien. À quelques jours de là, la psychologue revoit la petite fille dans une deuxième consultation et cette fois-là lui propose comme moyen d'échange des petits jouets, des petits animaux en jouets, et la petite fille se saisit d'une boîte et met en scène une espèce d'histoire qui ressemble un peu à l'Arche de Noé. Elle prend les animaux par couple, mâle, femelle, très soigneusement, et elle les met dans l'arche, et la psychologue lui demande pourquoi elle prend des couples comme ça, et la petite fille répond c'est pour avoir des enfants. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bon, d'abord la construction très particulière de cette famille, on peut conclure aussi que cette petite fille semble avoir malgré tout une notion assez précise de la manière dont on fait les enfants, qu'il faut un homme et une femme pour faire des enfants, et qu'on peut même se demander si c'est pas au fond quelque chose de naturel à l'être humain, quelque chose. Bon, je ne vais pas entrer dans une discussion sur l'inné et l'acquis, mais que les enfants viennent déjà au monde en ayant une vague idée de quelque chose, de la manière dont se font les enfants, dont se fait l'origine en quelque sorte. Toute société est aussi basée, vous le savez tous, depuis les travaux des ethnologues, sur la prohibition de l'inceste, et en particulier Lévi-Strauss a beaucoup insisté sur le fait que pour que la famille s'ouvre, il était nécessaire, en somme, qu'existe cette espèce de prohibition qui pousse les membres d'une famille à chercher
femme ou mari en dehors de la famille. C'est ce qu'on appelle l'exogamie. Et vous savez aussi que Lévi-Strauss a beaucoup insisté sur le fait que toute société était fondée en somme sur un triple échange: l'échange des femmes, l'échange, on a d'ailleurs corrigé un tout petit peu après, on s'est aperçu qu'il y avait des sociétés où l'échange portait sur les hommes, mais enfin l'échange donc des êtres, l'échange des biens et l'échange des mots dans le langage. S'il n'y avait pas cette prohibition de l'inceste, la famille resterait une espèce d'entité fermée qui ne s'ouvrirait pas sur la société. Mais ce qui est prohibé habituellement dans toutes les sociétés, c'est l'inceste père-fille, l'inceste mère-fille, l'inceste frère et sœur. Or, d'autres formes d'inceste semblent aujourd'hui apparaître, ou en tout cas, d'autres questionnements semblent se faire jour. Et voilà ma deuxième histoire. La deuxième histoire, je l'emprunte à la presse People, et vous la connaissez tous probablement. Woody Allen et Mia Farrow ont eu pendant très longtemps une liaison. Mia Farrow avait elle-même adopté une petite fille coréenne qui a donc grandi au foyer, puis Woody Allen et Mia Farrow se sont séparés. Et après cette séparation, Woody Allen a continué à fréquenter un peu la maison de Mia Farrow. La petite fille était devenue une belle jeune fille, et une liaison s'est déclarée entre Woody Allen et Mia Farrow, qui a failli d'ailleurs arriver à un mariage, mais qui a créé un gigantesque scandale, en particulier dans la presse nord-américaine, où on accusait Woody Allen d'inceste. Woody Allen s'est beaucoup défendu de cette accusation, en disant qu'il n'avait jamais été un père pour cet enfant, qu'il n'y avait aucun lien de sang, ce qui est évident, mais que en plus, il s'était lui jamais considéré comme le père de cet enfant, qui avait pourtant grandi à un foyer où il occupait la place de compagnon de la mère. Alors, autour de ça, une ethnologue que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, Françoise Héritier, a étudié un peu ce qui se passait dans tout un tas de civilisations, et elle a proposé le concept de ce qu'elle appelle l'inceste de deuxième type. Elle a montré que dans nombreuses civilisations, la situation de Woody Allen et de la jeune coréenne aurait été considérée comme incestueuse. Et même dans notre culture, je ne savais pas, moi j'ai appris ça en lisant Françoise Héritier, jusqu'en 1914, il était interdit à un homme, dans notre propre culture, d'épouser, après avoir perdu une femme, la sœur de sa femme. Et encore jusqu'en 1980, il était interdit de divorcer d'une femme pour épouser sa sœur. Ce qui montre que cet inceste de second type, pendant très longtemps, a aussi touché notre société, et que là, c'est quelque chose qui semble aujourd'hui s'atténuer. Enfin. Alors, Françoise Héritier essaye de travailler là-dessus. Elle fait l'hypothèse que, d'un point de vue ethnologique, si les époux ne sont qu'une seule chair, ou nakaro, comme dit le rituel catholique, tous les membres de la famille partagent en quelque sorte une substance commune, et que le fait d'épouser la sœur de sa femme, c'est rester en somme dans cette identité et ne pas aller vers l'exogamie qui est souhaitée par tous les fonctionnements sociaux. Alors le troisième exemple vous parlera peut-être davantage, il va peut-être faire décroître beaucoup la cote que j'ai auprès de vous. Je vais l'emprunter à une série télévisée tournée à Marseille, qui a un énorme succès actuellement, qui d'ailleurs touche les directeurs d'hôpitaux, puisqu'un des personnages de la série actuellement se trouve être une directrice d'hôpital, elle-même en très grande difficulté, coincée qu'elle est entre son directoire, l'ARS, etc., qui lui impose des économies, et puis les médecins, les infirmières de la base, qui lui demandent des moyens. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux plus parler d'un autre personnage de la série que ceux d'entre vous qui ont une grande culture ont reconnu et qui s'appelle Plus belle la vie. Et ce personnage s'appelle Blanche Marcy. Alors Blanche Marcy a été élevée par son père parce que sa mère l'a abandonnée quand elle était toute petite. Elle revient après dans la série, mais peu importe. Elle l'a abandonnée quand elle était toute petite. Elle s'est mariée avec M. Marcy, dont elle a eu 2 enfants, et puis le couple a éclaté. M. Marcy, on ne le voit plus, il est parti avec son fils vivre aux États-Unis. Par contre, elle a élevé en famille monoparentale sa fille Johanna, et
après, elle a eu un grand nombre d'amants, et parmi tous ces amants, l'un lui a laissé un enfant, Noé, qui est un petit garçon qu'elle élève aussi en famille monoparentale. Tout dernièrement, elle s'est mise en relation avec un monsieur qui lui-même a un fils, et ils vivent ensemble. Donc, vous voyez, c'est une famille assez complexe, mais ce qui complique encore la situation, c'est qu'à un certain moment dans la série, Johanna s'est mariée avec Gaspard, et que, horreur, Gaspard est devenu l'amant de sa belle-mère. Ça a évidemment créé un drame épouvantable. Depuis, Johanna et sa mère ne se parlent plus, sont complètement à couteau tiré. Donc voilà 3 exemples de situations familiales qui nous sortent un tout petit peu de l'ordinaire. Alors ces 3 exemples, j'ajouterai un tout petit flash, c'est très récent. Hier matin, je venais ici et avant de prendre mon train à la gare de Lyon, je me suis arrêté 2 minutes dans un café et j'ai regardé la télévision qui marchait à ce moment-là. Et le sujet qu'on y donnait, c'était 2 petits enfants américains, un garçon de 6 ans et sa sœur de 11 ans, qui étaient très agités parce qu'ils étaient en train d'organiser le mariage de leurs parents. C'était eux qui s'occupaient de lancer des invitations, de créer la fête, enfin tout. C'était eux qui... Il y avait donc une espèce de renversement de génération assez curieux. Alors tous ces exemples de nouvelles familles, en somme recomposées, monoparentales, homosexuelles, nous posent la question ouverture, repli, recomposition des territoires familiaux. C'était la question qu'on me posait. Ça m'a posé à moi-même beaucoup de questions, mais ça pose aussi de très nombreux problèmes psychologiques et éventuellement psychopathologiques. Il ne faut pas oublier quand même que les sociologues nous disent qu'en dépit de tout cela, en dépit de l'augmentation des divorces, qui touche aujourd'hui 40% des mariages, en dépit de l'apparition de nouveaux modes de procréation assistée, par exemple, qui créent un mode de filiation tout à fait différent. La majorité des enfants, quand même, sont encore élevés jusqu'à l'âge adulte par leurs 2 parents biologiques. C'est quand même bon de le rappeler. Mais même si le vieux système de la famille, le système peut-être archaïque, comme aurait dit M. Collet hier, même si ce système archaïque tend à être aujourd'hui remis en cause, il résiste même assez bien. Cependant, et c'est là-dessus, si vous voulez, que je voudrais un petit peu insister, ces nouveaux modes d'être ensemble en famille s'inscrivent sur le fond d'un certain nombre de changements sociaux qui affectent toutes les familles, même les familles les plus normales. Alors, à partir de là, je vais un petit peu essayer d'articuler mon propos autour de 4 points que je traiterai de façon assez superficielle parce que ça nécessiterait beaucoup plus de temps. Le premier point, c'est la désintrication des fonctions dans la famille. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'entends par là. Le deuxième point, ce sera les nouvelles règles du vivre ensemble qui sont en train de se développer. Le troisième point, je ferai une petite incursion sur les nouveaux modes de survivre à la séparation après le divorce, qui semble aujourd'hui assez nouveau. Et puis, le dernier point, mais là j'irai assez vite parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi dans la salle, c'est l'impact de ces changements sur les lois. Alors, désintrication des fonctions. À l'origine, quelles que soient les formes sociales très diverses selon les cultures, patrilinéaire, matrilinéaire, famille nucléaire, famille élargie, etc., toute famille articule 2 fonctions. Une première fonction, c'est la fonction d'alliance. Enfin, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure en parlant de l'exogamie. Et l'autre fonction, c'est la fonction de transmission, de filiation. Dans notre société, il semble, et les sociologues en tout cas l'affirment, qu'il y a une sorte de désintrication de ces 2 fonctions. Il y a une fragilisation de plus en plus grande de la fonction d'alliance. Bon, j'ai parlé de la montée des divorces. Il y a aussi une dissociation de la sexualité et de la fécondité, de par la découverte des moyens modernes de contraception. Il y a aussi une dissociation de l'alliance et de l'économie. Il n'y a plus beaucoup de familles, de couples en tout cas, qui se constituent pour des raisons d'affaires. Enfin, le mariage d'affaires, si vous voulez, le mariage de raison, la transmission de la propriété, qui autrefois touchait même des familles extrêmement modestes dans les campagnes, où le mariage se faisait parce que les champs de l'un devaient être associés aux champs de l'autre. Bon, cette forme-là de mariage a pratiquement disparu. L'alliance est devenue essentiellement, comme on dit,
une hédonisation de la conjugalité, c'est-à-dire c'est un mariage d'amour et de plaisir, ce qui aboutit d'ailleurs à une rupture beaucoup plus aisée quand il y a moins ou quand il n'y a plus du tout de plaisir, ou quand on a trouvé des sources de plaisir ailleurs que dans son mariage. Du coup, avec cette fragilisation de la fonction d'alliance, la famille se recentre beaucoup plus sur l'autre fonction, qui est la fonction de filiation, ce qui fait que la famille, de plus en plus, se définit par l'enfant. On a une famille à partir du moment où on a un enfant. C'est l'enfant qui devient le fondateur, en quelque sorte, de l'existence familiale, ce qui conduit, et ça c'est Maurice Godelier, qui est un grand anthropologue, qui l'a dit, à une véritable révolution anthropologique. Le socle sexuel, même s'il reste quand même prévalent, n'est plus l'unique lieu originel de la famille et de l'enfant. Le simple fait que devant un enfant, on puisse aujourd'hui se poser la question qui est le père, qui est la mère, comment les définir, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui ont donné leur semence, qui était la définition la plus simple du père et de la mère. Est-ce que c'est la mère porteuse? Est-ce que c'est ceux du même sexe qui élèvent l'enfant, comme le premier cas que je vous ai raconté? Est-ce que c'est la mère ou le père monoparental, comme dans l'histoire de Blanche Marcy, qui est à la fois souvent père et mère? Est-ce que c'est celui qui donne son nom? Est-ce que c'est celui qui a abandonné? Est-ce que c'est celui qui a adopté? Bref, le fait qu'on puisse aujourd'hui poser devant un enfant toutes ces questions, se poser ces questions, montre que la filiation est devenue de plus en plus relative, alors qu'elle était absolue, au moins en ce qui concernait la mère. Elle était seulement présumée en ce qui concerne le père, mais là aussi il y a des changements avec la découverte de l'ADN. Donc il y a un éclatement, une espèce de dispersion de ce qui relève de la sexualité, de l'engendrement et de la filiation. Même encore une fois, si ça touche qu'un nombre minoritaire de familles, ça affecte nécessairement la conception, la territorialité de la famille dans notre société. Et c'est accentué par mon deuxième point, c'est que les règles de vivre ensemble en famille ont beaucoup changé. Bon, là, je vais dire des banalités, mais notre société s'est quand même très longtemps référée au modèle patriarcal, asymétrique de la famille, qui avait notamment été théorisé à l'aube du XIXe siècle par un philosophe traditionnaliste catholique qui était Louis de Bonald. Vous savez que Louis de Bonald avait une espèce de système de l'organisation sociale et humaine, du monde en général, qui était ternaire, c'est-à-dire que pour lui, tout reposait sur le socle Dieu, l'homme, le Christ étant le médiateur entre l'homme et Dieu, mais que ce triangle, Dieu, l'homme, le Christ, se retrouvait à tous les niveaux. Il se retrouvait entre le roi, le ministre et le sujet, le ministre étant en quelque sorte l'intermédiaire entre le roi et le sujet. Il se retrouvait dans la religion au niveau du prêtre, qui était l'intermédiaire entre le croyant et l'objet de sa foi, et il se retrouvait dans la famille, où la mère était présentée comme le ministre du père, comme autorisée, en quelque sorte, à faire médiation entre la source de toute autorité, qui était le père, et l'enfant. Alors, bon, là, de Bonald a donné le modèle le plus pur du fonctionnement familial. Les familles se sont probablement écartées progressivement de cet idéal assez contraignant. Mais cet idéal trouvait des échos aussi, a trouvé des échos dans des données tout à fait différentes, qui étaient des données anthropologiques. Il y a un anthropologue du début du XIXe siècle, un anthropologue hongrois qui s'appelait Géza Roheim, qui avait décrit chez les aborigènes d'Australie une coutume. Il a été très contesté. Après, on a pensé qu'il n'avait pas toujours été très bien informé, mais enfin, sa théorie a eu beaucoup de succès. Une coutume qui était que les mères, lorsqu'elles accouchaient, avaient une tendance naturelle à manger leur enfant. Et ce qui empêchait la mère de manger son enfant, c'était le moment extrêmement important où le père venait et donnait un nom à l'enfant. Ce qui fait que quand les mères étaient prêtes à accoucher, les pères se dépêchaient de rentrer de la chasse et vite donner un nom à l'enfant
pour le faire échapper en quelque sorte à l'anthropophagie maternelle. Alors ça a été très discuté, mais encore une fois, cette conception a eu beaucoup d'échos, et on peut penser que les psychanalystes comme Jacques Lacan l'ont dans une certaine mesure reprise. Alors Jacques Lacan ne s'est jamais référé, à ma connaissance, directement à cette théorie, pas plus qu'il ne s'est référé à Louis de Bonald, dont pourtant, quand on lit l'œuvre de Lacan, on sent des échos extraordinaires de la théorisation de Bonald. Il y a quelquefois presque les mêmes mots. Mais pour Lacan, la mère a en quelque sorte une tendance, non pas anthropophagique, mais naturelle, à réintrojecter son propre produit, c'est le terme, hein. Donc en quelque sorte à ne pas se différencier de l'enfant, et c'est le père, plus exactement, c'est symboliquement le nom du père, dit Lacan, qui en quelque sorte est l'élément de différenciation qui fait que l'enfant échappe en quelque sorte à cette inclusion dans l'univers maternel pour devenir sujet. Alors, quelle que soit sa vérité, il serait difficile, un peu de mots, d'entrer dans une discussion, mais quelle que soit sa vérité, force est de constater que ce modèle, aujourd'hui, est fortement remis en cause, et par les mœurs, et par la loi. La coparentalité, aujourd'hui, est dans la loi. Elle fait une égalité parfaite entre le père et la mère au niveau de l'autorité et au niveau du fonctionnement de la famille, alors que l'autorité était censée descendre du père. En quelque sorte, de plus en plus, la famille a un mode de fonctionnement aujourd'hui qu'on peut qualifier de démocratique. Dans ce mode de fonctionnement ou de dialogue. Les sociologues parlent de fonction dialogante, d'organisation dialogante de la famille. Alors, on a pu dire aussi que cette destitution de l'autorité patriarcale était allée, surtout après 68, vers des excès, qui avaient en quelque sorte des démissions. On a parlé de démission des pères, de sociétés sans père, de l'enfant roi qui, en quelque sorte, devient le centre de la famille qui se met à fonctionner de plus en plus dans l'idée du dialogue, de l'empathie à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, et avec le mythe de la transparence. On a beaucoup écrit sur les secrets de famille qui seraient extrêmement pathogènes. Personnellement, j'aurais tendance à penser que les secrets dans la famille, il y a toujours besoin d'un morceau, d'un peu de secret. La transparence absolue n'est pas forcément toujours nécessaire, ou toujours souhaitable, ne serait-ce que le secret des origines. Au fond, personne, c'est un truisme que je vais dire, n'assiste à sa propre conception. Il y a toujours quelque chose de notre conception qui nous échappe, qui, heureusement, nous échappe. Et quand nous avons les sujets qui ont ce qu'on appelle un fantasme d'auto-engendrement, qui pensent en quelque sorte avoir dirigé leur conception, c'est des sujets psychotiques, c'est des sujets délirants. C'est une forme de délire qu'on retrouve chez des schizophrènes. Alors ça aboutit peut-être à la multiplication d'enfants qui vivent dans un milieu où, pour employer un terme du jargon psychanalytique, il n'y a pas de par-excitation. L'enfant a besoin de quelque chose qui le remet au calme, qui le protège contre l'excitation. Et cette atmosphère démocratique peut aboutir quelquefois à une espèce de brouillage des générations, de négation de la différence des générations, non plus de la différence des sexes, mais de la différence des générations, qui pour l'enfant est ce qu'on a pu décrire aussi dans le jargon psychanalytique sous le terme d'incestualité. Il n'y a pas proprement parler d'inceste réalisé, mais les relations n'ont pas cette distance nécessaire, qui permet peut-être à l'enfant de s'épanouir et d'être moins excité. Et c'est peut-être une explication de la montée de tous ces troubles que rencontre beaucoup la pédopsychiatrie aujourd'hui, d'enfants extrêmement excités, qui n'ont pas de limites, qui ont ce qu'on appelle maintenant des troubles hyperactifs avec troubles de l'attention. Alors on les traite à la Ritaline, mais peut-être que derrière, qui est le médicament censé guérir ces troubles, mais derrière cette excitation, il y a peut-être autre chose que des causes biologiques, et il y a peut-être cette transformation de la famille où l'excitation n'est plus contenue. C'est peut-être une des choses qui se passe. Alors, les parents, du coup, crispés sur cet enfant qui leur échappe, en quelque sorte, développent quelquefois là, je voudrais juste faire une petite incidente, des sentiments de propriété
qui ont des conséquences, y compris alors peut-être dans ce qui nous concerne ici directement. On a beaucoup parlé hier de la montée du pouvoir des usagers, et du partenariat avec les usagers, ce qui est certainement quelque chose de tout à fait souhaitable et un des gros progrès de notre temps. Là, je ne veux pas du tout discuter ça. Mais ce qu'on assiste, et là, moi, je suis particulièrement sensible parce que je me suis beaucoup occupé d'enfants autistes, et vous savez qu'actuellement, vous avez sûrement vu dans la presse, autour de l'autisme infantile, il y a toutes sortes de débats. On voit apparaître des mouvements de parents, et ça se voit aussi à l'école, hein, qui s'estiment en quelque sorte propriétaires de leur enfant et qui veulent diriger aussi bien la pédagogie à l'école que les soins dans les services de santé d'une façon extrêmement exclusive et en fonction de leurs propres choix, qui sont souvent d'ailleurs des choix idéologiques, qui sont allés chercher sur Internet, en niant en quelque sorte le droit aux professionnels d'être autre chose que leur bras armé, que leur prolongement qui va faire exactement ce qu'eux souhaitent qu'on fasse. Et je pense que cette crispation de propriétaire, en quelque sorte, sur l'enfant, a quelque chose en même temps avec le sentiment de la fragilité de plus en plus grande des rapports au sein de la famille, du fait des changements du mode de vie ensemble et de l'affaiblissement des liens de filiation. Alors, le modèle patriarcal, la famille patrimoine, comme on pourrait dire, avait l'avantage de son ancienneté. Il est possible, d'ailleurs, là c'est un petit rapport avec ce qui se disait hier, il est possible que ce modèle patriarcal, patrimonial, comme on disait hier, a pu influencer l'organisation d'un certain nombre de structures sociales, y compris les hôpitaux, et que les services médicaux hospitaliers, par exemple, s'étaient construits sur ce modèle patriarcal de la famille, qui était un modèle tout à fait partagé à l'époque. Il est possible aussi aujourd'hui que les changements dont on a pu parler à travers les pôles hier sont liés également à un affaiblissement, à une modification, en tout cas, des modèles familiaux dans lesquels nous sommes élevés, dans lesquels aujourd'hui nous élevons nos enfants. La famille patriarcale, la famille patrimoine, était beaucoup basée, ça c'est Bourdieu, on en parlait hier soir, qui a beaucoup insisté là-dessus, était beaucoup un lieu de reproduction, et de reproduction sociale notamment. Au fond, la mention « fils de », qui est utilisée pour la nomination dans les langues sémitiques, la mention « fils de » était fondatrice de l'identité, à la fois personnelle et sociale. Le modèle démocratique d'aujourd'hui est beaucoup plus fragile. Il favorise la perte de repères, il favorise, sous l'évolution des mœurs, une sorte de remise en question à l'intérieur de la famille, de l'autorité et de l'affiliation. Au fond, l'enfant constitue ses parents aussi bien qu'il est constitué par eux. C'est la reconnaissance de l'enfant qui fait, dans une certaine mesure, qu'on est parent de cet enfant. Lorsque l'enfant ne reconnaît plus son parent comme parent, le parent a beaucoup de peine à se sentir parent, et du coup l'enfant va chercher peut-être d'autres affiliations, et aujourd'hui elles sont favorisées vers la génération des pères, et aujourd'hui c'est évidemment favorisé par les réseaux sociaux, par Internet, Facebook dont on a parlé hier, et par le fait aussi qu'il y a un renversement de génération, ne serait-ce que sur la question de la connaissance. Enfin, je suis plus sensible à mon âge, moi, que vous ne l'êtes probablement à votre âge à vous, mais enfin, moi, c'est mes petits-enfants qui m'ont appris à me servir d'un ordinateur. La transmission s'est faite, en quelque sorte, à l'envers. Et il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où l'enfant est beaucoup plus compétent et beaucoup plus armé, sait beaucoup plus de choses que son parent. Cette situation est aggravée dans un certain nombre de situations qui ont été aussi beaucoup étudiées chez les sociologues, notamment au niveau des familles de migrants. On discutait tout à l'heure avec M. Collet de la famille réunionnaise, il nous en a déjà un petit peu parlé hier, qui est un espèce de mélange où il semble y avoir là une ouverture très grande et un mélange d'origine culturelle très grand qui fait que nécessairement les choses se passent bien. Mais dans les familles migrantes qu'on voit en métropole, là, il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a souvent de très grandes difficultés parce que les pères sont à la fois dévalorisés par leurs propres enfants, ils ont souvent une situation sociale, économique qui est dévalorisante, ils sont en plus ils perdent de leur valeur aux yeux de leurs propres enfants, et en même temps, ils sont dévalorisés par leur environnement, par les autochtones,
par le regard des autres. Et cette double dévalorisation entraîne une espèce de rupture de la transmission. Ils sont mal armés pour transmettre les valeurs, les traditions de leur propre culture, de leur propre famille. Ils vivent souvent dans la honte, dans la culpabilité, d'où ce qui favorise le recours des enfants à l'affiliation communautaire. Et on a pu penser que la montée de l'intégrisme, par exemple, avait quelques liens avec cette espèce de dissolution, de désorganisation du système familial. Alors, je ne parlerai pas des complexités nouvelles aussi qui sont de plus en plus souvent liées à la cohabitation des jeunes couples dans la famille d'origine pour des raisons souvent économiques. Alors, je voudrais juste dire quelques mots, ce sera mon troisième point, d'autres modalités, des modalités nouvelles de survie à la séparation des couples. Autrefois, généralement, la séparation des couples entraînait la séparation, une vraie séparation. Depuis le divorce par consentement mutuel, qui date, comme vous le savez, de 1975, depuis aussi la multiplicité des couples non mariés qui peuvent se séparer, on voit apparaître aujourd'hui des modalités très nouvelles et très intéressantes de transition, en quelque sorte, entre la vie conjugale et la séparation complète. Il y a de plus en plus, semble-t-il, d'après les enquêtes, de couples qui, après la séparation, maintiennent des modalités relationnelles de niveaux très différents. Alors là, j'ai retrouvé un article où on distingue, mais c'est toujours un peu schématique de distinguer comme ça, 3 niveaux de situation intermédiaire entre la rupture et la vie conjugale. Le premier niveau, c'est le niveau où les parents se séparent. Ils ont chacun d'autres partenaires, mais gardent un appartement très proche, quelquefois dans le même immeuble, toujours parce que c'est l'enfant qui est l'élément primordial. Ils vont beaucoup les uns chez les autres, ils peuvent aller garder des enfants pendant que l'ex-conjoint sort ou des choses de ce genre. Il y a une sorte de maintien d'une conjugalité qui est séparée de la sexualité, peut-être même pas totalement. Il peut même rester quelquefois des relations sexuelles épisodiques. Et 2 nouveaux groupes se constituent qui gardent en quelque sorte, qui représentent presque une famille élargie et qui vont garder entre eux une très grande familiarité. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau où la séparation est un peu plus grande, les parents ont chacun leur vie, mais gardent un réseau relationnel d'amis communs où ils se retrouvent assez souvent. Et puis le troisième niveau, c'est celui où les institutions sociales, l'école essentiellement, quelquefois les institutions de santé, si l'enfant est suivi et malade, vont être le lieu de rencontre des parents, le lieu où ils vont garder quelque chose de commun par l'intermédiaire des institutions sociales comme l'école. Alors tout cela se traduit dans le corps législatif, dans d'autres lois qui traduisent ce qu'on a appelé une diffraction de la parentalité. La loi traduit avec ces modifications, toutes ces modifications du vivre ensemble en famille. Alors j'ai déjà mentionné la coparentalité, le divorce par consentement mutuel, mais de plus en plus, c'est la reconnaissance des droits de l'enfant, qui encore une fois devient maintenant l'élément fondateur, central de la famille, et non plus le couple originel. L'enfant, comme on l'a dit un jour dans l'éducation, est au centre du dispositif. Par exemple, et c'est son droit à lui qui est fondateur, pour parler d'un sujet qui peut éventuellement me toucher, le droit d'entretenir des relations entre un enfant et ses grands-parents. Autrefois, les grands-parents pouvaient demander au juge un droit de visite. Aujourd'hui, c'est le droit de l'enfant qui s'est substitué. C'est-à-dire que ce qui est reconnu par la loi, c'est le droit qu'a l'enfant de garder des rapports avec ses ascendants, et que seul, si le juge des affaires familiales le pense, son intérêt peut faire obstacle à ce droit. C'est aussi le problème de plus en plus grand posé par les beaux-parents. Alors les différents pays d'Europe ont donné des réponses différentes à cette situation. Alors, en Grande-Bretagne, il existe un droit spécifique des beaux-parents qui peuvent partager l'autorité parentale, quelle que soit l'orientation sexuelle ou le statut juridique du couple parental, que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, que ce soit un couple marié ou non marié, le beau-parent peut partager l'autorité parentale avec les parents biologiques de l'enfant. Aux Pays-Bas,
il y a une nouvelle catégorie juridique qui est apparue et qui s'appelle l'autorité commune. C'est-à-dire que les parents et le beau-parent peuvent demander à bénéficier de l'autorité commune qui, à ce moment-là, se substitue à l'autorité parentale classique. Alors en France, nous n'en sommes pas là. Vous savez qu'il y a probablement un projet du statut des beaux-parents qui en ce moment est à l'étude, mais qui n'a pas encore abouti. Ce qui existe chez nous, c'est le proche digne de confiance. Mais le proche digne de confiance, à qui on peut déléguer l'autorité parentale, n'est pas forcément le beau-parent. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un ami de la famille. Il y a deux solutions. Il peut y avoir soit une délégation volontaire, qui peut être totale d'ailleurs, où les parents renoncent à l'autorité parentale au profit du tiers digne de conscience, et puis elle peut être partagée avec le tiers digne de confiance. Alors, devant cette fragilisation, devant cette indécision sur les limites du territoire familial, on comprend le besoin d'une institution normalisante telle qui se manifeste actuellement dans la revendication du mariage homosexuel. Il y a quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où le taux de mariage baisse de plus en plus, où le mariage devient de plus en plus tardif, on voit par exemple des concubins de très longue durée, après avoir marié leurs enfants, décider finalement de se marier pour des raisons de pension, de reversion, etc. Donc au moment où le mariage, dans l'ensemble de la population, est de plus en plus dévalorisé, c'est le moment où les homosexuels demandent au contraire, avec beaucoup d'énergie, la reconnaissance de leur couple sous la forme du mariage pour pouvoir élever des enfants. Mais ça s'explique peut-être par ce besoin d'institutionnaliser quelque chose qui est ressenti comme par ailleurs extrêmement fragile. Alors je conclurai devant tout ça. Je crois que d'abord il faut éviter de moraliser ou de se laisser aller à une espèce de nostalgie des anciens modèles au nom d'une idéologie, parce qu'il faut reconnaître, quand on lit la presse, du côté qui me touche le plus, que les psychiatres, certains psychiatres ou certains psychanalystes ont beaucoup utilisé leur expérience et leur connaissance, surtout au service d'idéologie, sans qu'on puisse dire vraiment qu'ils s'appuyaient sur des données extrêmement rigoureuses pour, par exemple, faire campagne contre le mariage homosexuel. Et ça traduit peut-être plus une résistance au changement, un accrochage, ce que vous appeliez hier les modèles archaïques, que vraiment accepter de vivre dans ce que Bauman a appelé la modernité liquide, qui est la réalité de notre société. Alors peut-être, je m'arrêterai simplement là-dessus, c'est à nous de savoir un peu nous saisir de ces changements qui de toute façon se font sans qu'on nous demande notre avis, il faut bien le dire, de saisir de tous ces changements pour savoir comment maîtriser notre existence dans un monde en changement. Merci.